Bien, on retrouve Joseph Baou, directeur de l'Institut des affaires publiques et internationales de l'Université américaine de Beyrouth. Bonjour. Que sait-on exactement pour le moment de cette nouvelle frappe israélienne menée à Damas en Syrie? On sait qu'Israël mène des frappes depuis des années. Mhm. Effectivement, comme vous le dites, il n'y a rien de très nouveau en termes disons, de fait, mais ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel cette frappe a lieu. Tout d'abord, au niveau des informations, c'est quand même une frappe assez importante en termes d'objectifs, en termes de cibles, puisqu'apparemment, il y aurait une dizaine de tués, dont quatre très hauts gradés des services de renseignement iraniens opérant à Damas. Donc, en fait, la personne tuée est le chef des services iraniens en Syrie et non pas le chef des gardiens de la Révolution, le chef des services de renseignement des gardiens. C'est une frappe importante, probablement aussi parce qu'une réunion comme celle qui se tenait au moment de la frappe, probablement regroupait aussi, j'imagine, des chefs du Hezbollah, du Hamas et du djihad islamique en Syrie. Nonobstant cela, comme vous le dites, d'abord, il y a trois choses à souligner. D'abord, les frappes israéliennes en Syrie sont récurrentes depuis au moins 4-5 ans. Elles montent, elles baissent en intensité selon l'opportunité des cibles. Celle d'aujourd'hui est assez forte. L'autre contexte, c'est la guerre de Gaza, évidemment, avec aujourd'hui l'entrée d'Israël dans ce que les Israéliens appellent la troisième phase, c'est-à-dire une phase beaucoup moins caractérisée par des offensives, des guerres, disons, massives dans la zone, dans la bande de Gaza, mais plutôt des frappes ciblées sur les têtes des organisations liées à l'Iran, à savoir le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique et autres. En parallèle, juste pour vous comme information, au même moment, une autre frappe a fait probablement 2 morts du Hamas dans le sud du Liban sur une voiture civile qui circulait dans la zone. Donc on est en plein maintenant dans cette phase de ciblage des têtes du Hamas, qui est un peu le substitut par Netanyahou de l'échec un tout petit peu de l'offensive terrestre massive sur Gaza. Le troisième élément qui est intéressant, c'est que probablement, il y a aussi une riposte israélienne dans cette frappe à la frappe que l'Iran a opérée il y a quelques jours Au au Kurdistan. Kurdistan irakien et dans laquelle elle a supposément, d'après les Iraniens, ciblé des agents du Mossad liés à l'attentat contre le mausolée de Qasem Soleimani il y a 3 ou 4 semaines en Iran, qui avait été très meurtrier. Donc en fait, il y a quelque chose de continu, rien de nouveau, mais il y a quand même un élément nouveau qui est celui de l'élargissement de la zone géographique des frappes mutuelles entre Israël et l'Iran et ses alliés dans la région. Et du coup, Israël, par cette attaque ciblée, elle pointe la responsabilité de l'Iran et défie le régime des mollahs? Mhm. Exactement. En fait, on est dans un jeu qui est celui-là, c'est-à-dire qui est celui de monter le seuil de la dissuasion de plus en plus depuis des années. Israël a pour objectif, avant la guerre de Gaza, avait pour objectif de repousser la présence iranienne en Syrie à quelque chose comme 40 kilomètres de la frontière. Ces frappes-là sont un signal à Damas qui dit au régime de Assad, soit vous tenez en laisse la présence iranienne en Syrie, soit on humilie votre régime en frappant le cœur de la capitale, ce qui a été le cas de ce matin. Maintenant, avec les frappes, avec la guerre à Gaza, ces frappes-là, ce que les Israéliens appellent la guerre entre les guerres ou les guerres entre la guerre, the wars between wars, est en train de s'étendre pour maintenant cibler de plus en plus non pas des installations militaires iraniennes ou pro-iraniennes dans la région, mais des têtes de très haut niveau, à la fois dans la hiérarchie du Hamas, probablement dans la hiérarchie du Hezbollah s'ils en avaient les moyens, et aussi dans la hiérarchie des gardiens de la révolution, en mettant un tout petit peu l'Iran au pied du mur, dans un coin, en la mettant au défi de répondre de façon, disons, proportionnée à ces frappes-là. L'Iran, jusque-là, riposte à des frappes militaires par des tirs de missiles, etc., mais il est très difficile pour l'Iran et ses alliés de riposter à des frappes ciblées, à des assassinats ciblés, pour des raisons techniques et des raisons logistiques. En refusant toute solution politique à deux États, est-ce qu'Israël va réussir à souder l'ensemble des régimes arabes contre lui, au-delà de leurs divergences importantes contre le Hamas? Mhm. Effectivement, c'est une très bonne question. Je crois que la partie où l'acteur a regardé aujourd'hui de très près à ce niveau, c'est la partie saoudienne, c'est l'Arabie saoudite. Vous savez que l'Arabie saoudite, à la veille de l'offensive de Gaza, à la veille de la guerre de Gaza, était presque à deux doigts de normaliser ses relations avec Israël, de reconnaître Israël et de conclure un traité de paix
Tout cela a été mis à l'arrêt jusque-là, mais depuis quelques jours, la diplomatie saoudienne envoie des signaux ambigus en disant que si Israël acceptait un plan de paix comprenant un État palestinien, la création d'un État palestinien, cette normalisation pourrait continuer. Alors bien entendu, tout cela est très encouragé et même travaillé par la diplomatie américaine. Blinken, Biden, etc. multiplient les déclarations dans ce sens. La pierre d'achoppement dans cette histoire reste la position de Netanyahou lui-même et de ses proches, qui continuent à dire qu'un État palestinien est aujourd'hui hors de question, tout en pensant que sans cela, il peut aussi obtenir une normalisation avec l'Arabie saoudite, ce qui est un tout petit peu, à mon avis, aujourd'hui, non pas fictif, mais un tout petit peu lointain. Donc la grande question va être de savoir si les Arabes, et notamment l'Arabie saoudite, se satisferont uniquement d'une baisse du niveau de l'affrontement à Gaza pour recommencer la normalisation, ou s'ils tiendront sur leur ligne qui était celle depuis le 7 octobre, qui est de dire il faut une solution globale, une solution définitive, un cessez-le-feu durable, un État palestinien même embryonnaire, pour que nous reprenions la normalisation. Peut-être que Netanyahou a raison de parier sur le temps, sur la lassitude arabe, sur la faiblesse, comme vous le dites, du consensus arabe, mais surtout peut-être aussi sur l'année électorale américaine, avec à partir de dans 2-3 semaines une diplomatie américaine, une administration américaine qui va être extrêmement absorbée, occupée par ses propres élections en interne. Merci infiniment, Joseph Baou, pour votre analyse sur France 24.